Allez, 8h30, on reçoit d'autres invités sur le plateau. Oui, on parle donc dans cet échange libre de réflexion sur le foncier. On est en compagnie de monsieur Eliezer Mukubungu. J'espère que j'ai bien prononcé, voilà. Goma, qui est donc urbaniste, paysagiste et fondateur de l'association des urbanistes au Gabon. On a également monsieur Jordan Okana, qui est des nôtres sur le plateau. Bon, on saurait le sucré pour ne pas le présenter, c'est un chroniqueur. Samba à vous, messieurs. Samba à vous et merci de nous avoir. Bien, on commence notre échange. Première question, définition. Qu'est-ce qu'on entend? Je vais peut-être me tourner du côté de monsieur Eliezer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique foncière? Très bien, merci. Alors, les politiques foncières, en réalité, sont des textes, un ensemble de textes qui permet de réguler l'action du foncier. Quand on parle foncier, beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas ou pensent que c'est un terme très technique. En réalité, ce ne l'est pas. C'est juste un fond de terre. Le foncier, c'est la terre. Mais cette terre-là, elle est précieuse parce qu'on ne la produit pas. Elle existe et puis bon, on ne va pas en produire plus comme on essaye d'ailleurs aujourd'hui avec les marinas et autres. Mais ça reste quelque chose d'assez difficile et assez cher. Alors la politique foncière donc permet de gérer cette ressource qui est très limitée. Et malheureusement au Gabon, en réalité, on n'a pas de politique foncière en soi. Pourquoi? Parce que on a très peu de textes de loi qui orientent l'action immobilière dans le pays. Alors nous, notre devoir en tant que la génération à venir du Gabon, c'est de pouvoir mettre en œuvre toutes les actions possibles pour permettre que demain on ait une politique foncière forte qui conduira à l'économie de notre pays. Et je rappelle, excusez-moi, que moi je viens de l'Afrique du Sud et je suis de la diaspora et j'ai décidé donc de revenir juste il y a 2 jours à l'appel des autorités parce qu'en réalité il faudrait pas que l'on se désengage de nos responsabilités lorsqu'il y a une transition, lorsqu'il y a une réforme des institutions. C'est le moment ou jamais d'injecter comme ça les textes de loi qui permettront que demain on ait une facilité de promouvoir le foncier au Gabon. Donc là, vous étiez en train de dire aux autorités que je suis revenu. Regardez-moi, s'il vous plaît, coptez-moi. S'ils ont compris ça comme ça, c'est bien. En tout cas, alors vous aviez commencé à évoquer les problématiques, parce que vous avez parlé de politique d'orientation immobilière, si je vous ai bien suivi, mais essayons d'aller un peu plus loin. Quelle est la plus grande problématique du foncier au Gabon selon vous? Est-ce que ça se limite là à cette politique d'orientation immobilière ou bien ça va au-delà? Quelle est la plus grande problématique? Monsieur Okana. Bon, je crois que si on parle d'ordre de hiérarchisation, toutes les problématiques sont urgentes. Donc, on peut pas dire là tout de suite qu'il y a vraiment une problématique qui soit plus importante que d'autres. Mais le fait qu'il n'y ait pas de politique soulève plusieurs difficultés en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple d'appropriation des terres aux nationaux, c'est parce que depuis plusieurs années, on a mis des actions sur la question du foncier, sur la question de l'urbanisme. On a par exemple créé la NUTCC, il y a eu plusieurs initiatives qui sont allées dans ce sens. Mais comme Eliezer disait, est-ce que la politique de base était de se dire, OK, on va mettre en place ces actions sur le simple fait que la priorité soit aux nationaux? Ça, c'est une politique, c'est une stratégie. Donc le fait qu'il n'y ait pas de politique relève de tout ce qu'il y a comme problème après. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux liés au foncier parce que les lois ne sont pas vraiment orientées dans le sens d'une politique claire qui permet justement d'encadrer tous ces aspects-là. D'accord. Monsieur Eliezer, une question pour vous. On le sait depuis tout fraîchement hier, si je ne me trompe pas, vous avez initié un programme de formation en rapport avec les ateliers, le foncier, etc. Quel est l'objectif de cet atelier-là? Très bien. Alors, nous avons donc organisé en effet l'association des urbanistes du Gabon qui recueille en son sein un peu plus de 100 professionnels urbanistes gabonais. Et ça, c'est important de le dire dans un pays comme le nôtre où nous ne sommes pas très nombreux. 100 urbanistes déjà, à nous-mêmes, on est capable de construire le pays si on nous fait confiance. Alors, on a remarqué, et c'est là depuis très longtemps,
que, par exemple, les schémas directeurs d'aménagement urbain et toutes les grands textes en rapport avec le foncier ou avec le développement urbain au Gabon sont donnés à des étrangers, des cabinets de Côte d'Ivoire, des cabinets de France, des cabinets d'ici et là, et les professionnels gabonais qui sont pourtant formés par l'État, hein, envoyés dans des écoles au Togo, à l'EAMO par des partenariats et d'autres à l'école du cadastre, sont des agents, deviennent des agents topographiques, vont faire des levées de coordonnées, alors qu'ils sont normalement formés pour réfléchir, pour penser la ville. Et c'est donc pour cela que nous avons organisé cet atelier de réflexion sur le foncier, et nous avons ajouté les propositions des urbanistes du Gabon. Il faut dire que l'urbaniste est cet acteur majeur en ce qui concerne le foncier, parce que c'est lui effectivement qui va aider à vous donner une politique ou du moins un regard lointain sur ce que devrait être notre ville dans le futur. Et donc, dans cet atelier, nous avons commencé à réfléchir en parlant de plusieurs points, notamment les zones à risque. On a préféré d'ailleurs changer ce mot en zone sensible, parce qu'au-delà des risques, il y a également des zones à préserver. On est au Gabon, on a la forêt, il faut la préserver et autres. Mais donc, nous avons réfléchi là-dessus, nous avons réfléchi sur les problèmes sociaux, comme disait mon collègue tout à l'heure, et nous faisons des propositions pratiques. Et là, j'insiste, pratiques. On en a fait 15, on a réduit à 5, on a réduit à 3. Les 3 plus importantes, pratiques. Parce que l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir sortir un mémo qui va accompagner nos autorités à l'action pratique. Merci. Là, le pragmatisme du président de la transition. D'accord. Non, justement, on a quelques vidéos déjà qui a passé pendant que vous intervenez sur cette question. On vous invite maintenant à regarder cette intervention et vous nous donnerez peut-être un commentaire juste après. Bon, il faut dire que les zones à risque sont multiples. Déjà, comme nous le dans la salle, il y a des zones de protection, de reproduction animale, comme les mangroves déjà pour les poissons, qui sont des zones qui ne doivent pas être occupées par les personnes. Et ici, nous avons des zones aussi à forte pente. Ces zones-là sont beaucoup occupées par une population, surtout au niveau des villes de ville. Nous avons donc pour mémoire déjà ce drame qui s'est passé l'an passé, au niveau du PKW qui ont perdu toute une famille. Donc, ces différentes zones-là ne doivent pas être occupées par la population. Nous allons notre étude aussi aujourd'hui où on a pu identifier ces différentes zones pour voir comment les aménager et comment donner des recommandations pour que dans l'avenir, elles ne soient plus occupées. Bon, déjà, il faudrait que l'État déjà mette en place déjà ces documents. Je vais prendre l'exemple de la France. Ils ont des plans de prévention de risques. Donc, ces zones-là, normalement, sont on met une certaine, comment le dire, une certaine servitude pour qu'elles ne soient pas occupées par les populations. Donc déjà pour régler, il faudrait que l'État prenne déjà en compte déjà ces parties-là et donner des recommandations afin que les populations dans l'avenir ne puissent plus venir s'installer sur ces différentes zones. Voilà. Et là, un des panélistes, ainsi Flora me le permet. L'autre reporter qui était sur place. Un des Reporter en chef. Mon coco, voilà. Mon coco. C'était Eric Bokoko de Samba. Eric Bokoko de Samba. D'accord. Mais pour être un peu plus sérieux, il y a monsieur Ndingui Dorion Marion qui fait partie des panélistes de cette rencontre vraiment très fructueuse, a quand même soulevé les problématiques auxquelles sont confrontés les Gabonais. Ils ont besoin d'une petite parcelle pour construire leur maison, pour construire un endroit où ils peuvent être à l'aise, je veux dire, avec leur famille. Nous savons tous qu'il y a des endroits qu'en principe, on ne devrait pas du tout construire. Vous vous rappelez le fait divers, il a même mentionné ces éléments, le fait divers dans la zone PK8, PK9, il y a eu l'écroulement des sables et il y a beaucoup de membres des familles qui sont décédés. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux, il faut que le politique puisse mettre en place des mécanismes pour reconnaître véritablement les zones à risque, pour réduire également ces catastrophes naturelles auxquelles nous assistons régulièrement. Monsieur Elisa, peut-être... D'accord, je vais peut-être recommencer et puis tu vas prendre par la suite. En effet, il faudrait que les politiques mettent une cartographie des zones sensibles. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, hier, on s'est attardé sur la question du pourquoi. Pourquoi le Gabonais va s'installer sur, par exemple, la montagne de Kolongum en descendant vers le PK8? Pourquoi
une personne intelligente, un Gabonais normal, il reste installé dans un endroit où il sait bien que lorsqu'il va pleuvoir, il y a un risque que il y ait un glissement de terrain et que je meure. Alors là, le problème est profond. Et si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne va jamais arriver au résultat. C'est pas que le Gabonais ne réfléchit pas. Il sait bien qu'il est en danger. Mais s'il va là, c'est parce qu'au fond, il y a donc un problème. Et c'est ce problème que nous, les urbanistes, nous avons réfléchi. Et je ne vais peut-être pas ici déjà donner les solutions que nous avons proposées parce que je vais répéter. Vous attendez d'être reçu. Il a dit ça, le président lui-même. Il faut qu'ils sachent que Vous cachez d'abord, vous nous cachez avons d'abord. trouvé des solutions. Donc vous cachez d'abord le pragmatisme. Voilà, nous avons les solutions et nous voulons les apporter. Donc c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Toute une famille est partie comme ça au PK8 et ce n'est pas seulement ça. Je me rappelle il y a pas très longtemps au PK7 juste en bas la cuvette également une autre famille était partie comme ça. Il faudrait qu'on arrête avec cette manière de faire les choses. L'État, certes, a une responsabilité, mais nous, les professionnels, nous avons une responsabilité de sensibilisation envers les populations et également d'accompagnement envers les collectivités locales ainsi que le ministère de tutelle. Oui, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si je pourrais vraiment renchérir, mais juste pour revenir sur une expérience, au fait, lors de la COI locale, donc l'événement des jeunes sur la question environnementale, le think tank Prospective avait initié un atelier sur les villes durables, au fait. Donc, dans ces discussions, il y avait plusieurs experts provenant des domaines différents, notamment des urbanistes. Et lorsqu'on avait commencé à capter l'imagination des jeunes sur ce que les villes pourraient être demain, on s'est confronté à un problème, c'est qu'il n'y avait vraiment pas des politiques foncières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la ville de demain si on ne sait même pas comment le sol va être géré. Vous voyez, donc c'est un premier obstacle vraiment auquel il faut vraiment trouver des solutions. L'autre aspect, c'est que les populations, en fait, lorsqu'on parle du foncier, comme Elisa disait, ça semble être un terme qui provient de l'espace, qui est difficile de compréhension. Mais lorsqu'on associe ça juste à la capacité des personnes de pouvoir posséder de la terre, on se dit, ah, ok, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? En fait, c'est juste parce qu'il y a des besoins qui sont attachés à ça. Et l'un des besoins prioritaires, c'est de se loger, en fait. Et je crois que lors de l'introduction de cette discussion, vous avez parlé, enfin de cette émission, vous avez parlé des engagements que le Gabon prend à l'international. Mais l'un des engagements également, c'est de pouvoir mettre en œuvre le plan 2030 des Nations Unies, dont l'un des premiers objectifs, c'est la réduction de la pauvreté. Et le logement, c'est l'un des aspects qui traite de la question de la pauvreté. Donc on peut pas dire qu'on est en train de s'engager à atteindre ces objectifs-là si on n'a pas une vraie stratégie, si on n'a pas une vraie politique liée à la question du logement. Donc oui, on a envie d'atteindre ces objectifs-là, mais si on veut vraiment atteindre ces objectifs, il faut regarder les besoins primaires, parmi lesquels le logement, donc la capacité des Gabonais à être logés, mais également à être décemment logés. Parce qu'une chose est d'avoir un toit, mais de quelle qualité, là c'est encore un autre problème. Et en réalité, le Gabon a les capacités de pouvoir loger ces populations. Et comme Eliezer également l'a souligné, il faut avoir des documents cadres et également des espaces qui régulent tout ça. Parce que oui, on a envie de mettre en place des politiques de logement, mais qui sont les promoteurs qui vont venir construire ces logements? Est-ce que la priorité sera aux nationaux? Est-ce que les nationaux ont les capitaux, sinon pas les capitaux? Quelles sont les stratégies qu'on met en place pour garantir à ce que les nationaux arrivent à atteindre ces objectifs-là? Et ce sera leur vraie contribution pour le développement du Gabon. La terre, comme il l'a dit, il est difficile d'envisager qu'on puisse vendre les terres. Parce que vendre la terre, c'est vendre le pays en soi. Donc, il faut vraiment réfléchir dans le sens, comment est-ce qu'on fait pour concilier développement économique, croissance économique, puisque c'est des termes parfois qu'on nous jette à la figure. Comment concilier ça? Mais également avec développement social. Parce que les gens ont vraiment besoin d'être logés décemment. Et c'est quand même l'une des priorités lorsqu'on parle de la problématique du foncier. Donc, il faut des documents cadres qui accompagnent ça. Et ce qu'on a également observé durant l'atelier d'hier, c'est que il y a des procédures pour l'élaboration de ces documents-là qui sont vraiment insoutenables. Et la mise en place de certains documents prend suffisamment de temps. Et c'est fait avec, j'ai pas envie de dire pas de sérieux, mais on se rend compte que s'il faut élaborer un document qui doit être utilisé pour les 10 prochaines années, on va l'élaborer en 9 ans.
Et donc c'est incroyable qu'on puisse élaborer un document sur 9 ans alors qu'on doit pouvoir l'exploiter au cours des années, des 10 années auxquelles on commence l'élaboration du document. Donc du coup, on est juste en train de perdre du temps. Et c'est ça qui fait que la problématique du foncier n'évolue pas suffisamment à un rythme important, parce que les documents qui l'accompagnent, qui encadrent, sont élaborés tous les 9 ans, tous les 10 ans. Et ça cause un véritable problème. Donc on croit qu'il faut vraiment que les professionnels, donc les urbanistes, se saisissent de la question, et c'est bien qu'ils ont déjà commencé à travailler sur cette question, mais également que l'État prenne ses responsabilités à justement mettre en place un cadre qui permette à ce que les sociétés, les urbanistes, donc les professionnels de la question, puissent vraiment avoir de quoi exercer leur métier dans les meilleurs délais. Alors, peut-être un aspect, on pourra peut-être pas l'aborder entièrement. Il y a, en parlant de politique foncière et autres, donc des populations sur des sites qui avaient été dédommagés, on avait demandé de déguerpir parce qu'il y avait des projets d'urbanisation et autres qui ont été dédommagés et qui, malheureusement, le projet n'ayant pas abouti au bout des 5-10 ans, sont revenus construire là-dessus. Et moi, question en réalité est de savoir qu'est-ce que vous pourriez proposer concrètement comme politique. On sait que vous attendez la rencontre avec le président de la transition. On aimerait tout de même, par exemple, pour ce type de population, à quoi ils doivent s'attendre? Parce que si on parle du pragmatisme du président de la transition, elles vont nécessairement être déguerpées pour que le projet puisse aboutir. Donc, concrètement, quels sont, par exemple, qu'est-ce que vous pourrez proposer comme structure politique foncière au Gabon? Bien, si je me réfère au cas que vous venez de présenter, ces personnes avaient déjà été dédommagées. Elles sont parties, elles ont évacué l'endroit. L'État, malheureusement, avec tous les partenaires que nous contractons, n'a pas pu effectuer le projet qu'ils avaient prévu de faire. Naturellement, les populations se disent, bon, j'ai déjà mangé mon argent, mais la maison est toujours là, ils n'ont pas commencé les travaux, je reviens. Bon, ça, c'est de l'incivisme. Et ça, c'est quelque chose que nous avons également souligné hier. Il y a beaucoup d'incivisme parmi nous, entre nous. Arrêtons de penser que l'État est notre grand-père et qu'on peut jouer avec lui comme on veut. Je vous rappelle que nous sommes dans sous de nouveaux cieux avec un nouveau régime. Et c'est un régime militaire, disons-le clairement. Désormais, vous jouez comme ça, vous savez où vous partez. Alors, il faudrait que les populations sachent que l'État bien sûr, travaille, mais ne travaille pas seul. Elle travaille avec beaucoup de partenaires. Et parfois, c'est pas de sa faute si les travaux n'ont pas évolué. Il y a beaucoup d'argent qui a été payé, mais les personnes ont caché ça dans les maisons, comme on voit aujourd'hui. Et l'État se demande, mais qu'est-ce qui va pas? Bon, quand j'ai dit l'État, c'est vague. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il faudrait pas forcément pointer du doigt l'un à l'autre. C'est la responsabilité de tous de développer le pays. Alors, une des propositions que je veux faire comme ça, qui n'a pas été abordée hier. Merci. Voilà, je me permets de dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'effectivement, l'atelier n'est pas terminé. Hein. Aujourd'hui, l'atelier continue. Et d'ailleurs, s'il y a un professionnel qui nous suit ce matin, s'il vous plaît, nous vous appelons à venir contribuer. C'est pas tout de dire, moi, je suis un professionnel, je suis un fonctionnaire, je vais au ministère de l'Habitat. Non. C'est bien d'aller au ministère de l'Habitat, c'est encore mieux de se retrouver entre professionnels et de proposer, de faire des propositions pratiques. Alors, moi je pense que si on veut vraiment que tous les Gabonais aient accès aux titres fonciers et que on règle un peu la solution, surtout avec le régime actuel, donnons un ultimatum. Donnons un ultimatum à tous les Gabonais, possédant une terre quelque part, de venir la déclarer dans toutes les collectivités, dans toutes les mairies. Vous avez 6 mois pour le faire. Et 1 an pour régulariser votre titre foncier. Et là, avec les politiques de décentralisation, on donne certains pouvoirs aux mairies pour pouvoir donner ces titres fonciers comme ils donnent déjà les actes de naissance. Et du coup, en 1 an et demi, je pense qu'on aura réglé ce problème. Celui qui ne s'est pas fait, qui n'a pas fait déclarer ses terres et qui n'a pas procédé à la régularisation de son terrain, bien l'État récupère ses terres. Et là aussi, on saura ceux qui possèdent des milliers d'hectares dans ce pays. Ah ça. Moi, j'ai quand même une petite question qui me vient. Excuse-moi, Jaurès, vous êtes urbaniste, d'accord? Et il y a beaucoup de constructions anarchiques dans Libreville. On le constate à perte de vue. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient qu'il faut un Libreville 2?
Oui, je partage le Libreville 2, mais c'est utopique de le dire lorsqu'on n'arrive pas à avoir les infrastructures de base dans le Libreville 1. Alors, je suis également pour une réhabilitation de Libreville, pendant que, bien sûr, on cherche les fonds pour construire ailleurs, on corrige ces quartiers sous-intégrés. Et il y a moyen de le faire. Alors, Monsieur Okana a parlé tout à l'heure de ces textes qui sont élaborés en 9 ans alors qu'ils ont une durée d'implémentation de 10 ans. Donc, il reste une année à la fin. Et cela est dû au mécanisme d'approbation et aux études qui sont faites et qui prennent beaucoup de temps. Alors, ces documents-là, en réalité, selon la loi de l'urbanisme au Gabon, il y a la loi numéro 1 et la loi numéro 3, sont supposés être d'utilité publique. Dans un pays normal qui se respecte, c'est chaque personne. C'est déjà un pays normal, non? Voilà, oui. Alors, dans notre nouveau pays, En effet. voilà, dans notre nouveau pays, il faudrait qu'une personne sache que lorsqu'il veut construire sa maison, il ne se lève pas et la construit comme il veut. Il y a ce qu'on appelle un permis de construire qui s'obtient dans les mairies. Arrêtons de faire le désordre. C'est parce que effectivement, il n'y a pas eu de châtiment que l'on s'est permis de faire un certain nombre de choses. Excusez-moi si je parais un peu dur, mais ce n'est que comme ça qu'on pourra redresser le pays. Alors, vous savez que vous devez prendre un permis de construire. Allez-y donc vers les personnes qualifiées qui mèneront les études qu'il faut et qui vous diront que monsieur, ici, ce terrain, ce n'est pas un bon terrain. La terre ici, ça va s'écrouler, où les profondeurs doivent aller à plus de 10 mètres parce que. Et cette fois-ci, vous êtes conscient que vous laisserez à votre progéniture quelque chose de bien. Pourquoi aller en besogne et puis faire le désordre? Alors, pour corriger également ce qui ne va pas maintenant, moi je pense, et d'ailleurs le président de la transition l'a dit, l'accès à l'eau est important. Je comprends toujours pas pourquoi dans un pays comme le Gabon, béni de Dieu, avec tant de cours d'eau et des pluies qui ne cessent jamais, on manque encore d'eau dans certaines zones de Libreville. Alors, le forage est une solution, mais il y en a d'autres. Par rapport à l'électricité, pourquoi la SCG jusqu'à aujourd'hui est le seul opérateur dans ce secteur? Il faut la compétition. On a beaucoup de Gabonais, mais également il faut les panneaux solaires. Il faut également regarder aux nouvelles technologies. Voilà. D'ailleurs, hier, juste pour terminer sur ça, je marchais juste à la zone de Nombakele en descendant, et j'ai vu une poubelle là remplie et tout, et il y avait du riz, et donc les gens jettent la nourriture des marmites à la route. Bon, c'est désolant. C'est désolant, même pas mettre dans un sachet et amarrer. Bon, là, on comprend le langage de quelqu'un qui vient fraîchement les buildings à perte de vue, les rues propres à 600%. Mais encore là, ces déchets organiques, comme on les appelle, sont producteurs de gaz et donc producteurs d'électricité. Alors, si vous les gardez simplement dans une zone non aérée et qu'il n'y a pas un contact avec l'oxygène, ces mêmes déchets que vous jetez à la rue peuvent vous donner le courant pour suivre cette émission à la maison. Donc, prenons conscience un tout petit peu et le Gabon va changer. Ah, bon retour au pays. Bon retour au pays, franchement. Welcome back. Thank you. Merci. Allez, on aimerait vous garder jusqu'à la fin, mais malheureusement, on doit avoir notre quiz également. Oui, le temps nous est franchement imparti. Alors, on va devoir vous dire au revoir. On était sur la réflexion. En ce qui concerne le foncier au Gabon, en compagnie de monsieur Eliezer Boukubongo Goma, voilà, j'y arrive, qui est urbaniste, paysagiste et fondateur de l'association des urbanistes du Gabon. On avait également le plaisir d'être avec monsieur Jordan Okana, acteur de la société civile et coordinateur de Think Tank Prospective. Merci à vous, chers messieurs. Thank you. Merci pour l'invitation.